réveil. Merci d'être avec nous ce matin sur i24 News. C'est le morning et nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité en direct depuis Tel Aviv. Évidemment, voici les titres de cette édition. Le discours de sa vie. Binyamin Netanyahou sera dans quelques heures devant le Congrès américain. Objectif, faire torpiller l'accord sur le nucléaire iranien. Hier soir, c'était la répétition générale devant l'AIPAC, en terrain conquis. Les extraits dans un instant. Et puis à 2 semaines des élections israéliennes, eh bien la révolte sociale regagne tout doucement les rues de Tel Aviv. Comme en 2011, des tentes ont investi le boulevard Rothschild. Enfin, on reviendra sur un phénomène dont on ne parle pas assez, le statut de domestique dans le monde arabe, conditions de vie et de travail déplorables. Le détail en fin d'édition. Bonjour à tous, merci donc d'être avec nous. On prend immédiatement la direction de Washington où Binyamin Netanyahou doit donc s'exprimer dans quelques heures devant le Congrès américain. On retrouve sur place notre envoyé spécial Mathias Inbar. Bonjour. Alors la répétition générale à ce discours a eu lieu donc hier soir devant l'AIPAC, le lobby pro-israélien. Comment a été accueilli le Premier ministre ? Oui, Barbara, c'est un véritable guest star, une star du rock qui a été accueilli Binyamin Netanyahou devant 16 000 personnes, imaginez-vous, un stade de foot tout entier qui se met à applaudir le Premier ministre israélien, un véritable standing ovation qui a duré 2 minutes. D'ailleurs, le Premier ministre Binyamin Netanyahou en a abusé, surabusé même, où il a fait jouer la salle en lui répondant d'où vous venez pour savoir éventuellement bien de quel coin des États-Unis venait tout ce public, un public acquis à sa cause. Et d'ailleurs, le Premier ministre a redit tous ces thèmes de campagne ou de pré-campagne, à savoir la politique contre la radicalisation de la région, notamment contre Daesh, le programme nucléaire controversé, mais également les relations avec les États-Unis. Nous sommes plus que des amis, a-t-il déclaré. Nous sommes une même membre de la famille et justement, lorsqu'on est dans la famille, il y a des querelles. Les querelles sont désagréables, mais il faut passer outre. On est à l'apaisement du côté du Premier ministre. Reste à savoir si ce ton est accepté de la part de l'administration américaine. Alors justement, Barack Obama a décidé de ne pas rester muet face à cette campagne que mène Binyamin Netanyahou sur son terrain. Il lui a répondu par médias interposés. C'était une interview cette nuit à l'agence de presse Reuters, quelques heures avant le discours tant décrié. Oui, finalement, je disais des propos qui ont finalement pas été acceptés par cette administration américaine, par Barack Obama. Alors tout d'abord, son porte-parole de la Maison-Blanche qui a déclaré que si Binyamin Netanyahou entendait faire ce qu'il avait prévu de faire, à savoir divulguer des informations, des renseignements sur la manière dont se déroulent les négociations à Genève entre l'Iran et les 5+1, eh bien, cela serait pris comme un geste de tromperie de la part de l'administration américaine. Et puis, il y a cette phrase de Barack Obama, qui n'est pas resté muet pour répondre à votre question, qui a parlé à Reuters, à l'agence Reuters, et qui a déclaré que ce discours de Binyamin Netanyahou n'était pas destructeur, pour reprendre les termes de Susan Rice, sa conseillère à la sécurité nationale, mais en tout cas, le temps n'était pas bien choisi, le moment n'était pas bien choisi, 15 jours avant les élections. On est bien donc là, comme je vous l'annonçais hier, non seulement les Américains n'aiment pas la forme, mais n'aiment pas non plus le fond, à savoir donc de divulguer des informations sur la manière dont se passent les négociations. Merci beaucoup Mathias depuis Washington. Discours devant le Congrès aujourd'hui, donc 18h heure de Tel Aviv, 17h heure de Paris. Évidemment, édition spéciale sur i24 News pour le suivre. Bonjour à nos invités. Emmanuel Navon, merci d'être avec nous, professeur de relations internationales, spécialiste de politique américaine. Bonjour Maurice. Bonjour, et bonjour Daniel Sheikh, diplomate israélien, ancien ambassadeur notamment en France. Alors on l'a entendu, quelques heures du discours, la Maison-Blanche hausse le ton et craint que Binyamin Netanyahou ne dévoile quelques termes de l'accord en cours de négociation. Le porte-parole de la Maison-Blanche a même utilisé le mot de traîtrise, si tel devait être le cas. Alors d'abord, est-ce qu'Israël est au courant de l'accord? Et si oui, est-ce que Binyamin Netanyahou pourrait aller aussi loin? La première question, je suppose que oui. Il y a d'abord un dialogue quand même entre les experts, entre les professionnels sur tout ce processus. Et d'ailleurs, même si les Américains
sont moins ouverts aujourd'hui par rapport à Israël à cause de cette crispation qui s'est créée autour du discours du Premier ministre. Il y a d'autres acteurs dans cette négociation, la France, l'Allemagne, etc., avec lesquels le dialogue professionnel se fait. Donc je suppose que les grandes lignes ou même les détails de cette négociation, où elle en est aujourd'hui, sont connus à Israël et au Premier ministre. Il faut souligner que ce n'est pas le point final de cette négociation. Il reste encore des choses à négocier. Les Américains eux-mêmes disent que ce n'est pas chose faite, l'accord n'est pas conclu. Maintenant, moi, c'est vrai qu'il y a une hausse de ton du porte-parole, mais je détecte une sorte de paradoxe, parce que d'un côté, il y a une hausse de ton, il y a une crainte que le Premier ministre va divulguer des secrets. Entre nous, je ne pense pas que c'est véritablement sérieux. Je pense que les grandes lignes sont connues du grand public déjà. Et du Congrès américain. Certainement du Congrès américain et certainement des membres du Congrès qui s'y intéressent. Mais il y a aussi d'autre part, je pense, une volonté de calmer un peu le jeu, de ne pas laisser les choses partir complètement du contrôle. Et c'est là la logique des propos du président en disant que ce n'est pas destructif aux relations. Alors, volonté d'apaisement tout de même. On note, Emmanuel Navon, cette révélation de la télévision israélienne hier soir qui annonce que les États-Unis ont cessé toute coopération de renseignement sur le dossier du nucléaire iranien avec Israël et que tous les autres pans finalement de cette collaboration stratégique, comme on dit, sont tenus au strict minimum, au protocole qui existe des relations diplomatiques entre les deux pays. Est-ce qu'une telle dégradation entre les deux pays est déjà arrivée dans l'histoire ? D'abord, je prendrai avec un grain de sel ces soi-disant révélations de la télévision israélienne. Certaines chaînes israéliennes, parfois, on se demande si elles font campagne ou bien si elles font du journalisme. Et elles ont souvent tendance, certains journalistes israéliens, à exagérer les choses et à en rajouter beaucoup. Donc d'abord, il faut mettre les choses dans leur perspective. Ensuite, y a-t-il eu, avant des crises entre Israël et les États-Unis? La réponse très clairement est oui. En le faisant très brièvement, dans les années 50, l'administration Eisenhower avait obligé Israël, avec des pressions énormes, à sortir du Sinaï après la guerre de Suez en 1956. Sous l'administration de Gerald Ford en 1975, il avait basiquement poussé Israël, forcé Israël, Rabin à l'époque, dans son premier mandat en 1975, à signer un accord intérimaire avec l'Égypte, Sinaï 2 en 1975. Il y a eu ensuite les crises au moment de la guerre du Liban, entre le Menachem Begin et Ronald Reagan, et même avant cela, les relations très tendues entre Menachem Begin et Jimmy Carter. Donc oui, il y a eu des crises dans le passé, il n'y a là rien de nouveau, et je pense que lorsque certains médias tentent d'exagérer cette crise à 2 semaines des élections, il faut également prendre ça avec un certain grain de sel. Un peu facile de faire porter le chapeau simplement aux médias israéliens. Je ferai remarquer à mon ami Emmanuel Navon que c'est quelque chose qui est couvert par tous les médias du monde qui, eux, certainement, y compris les Américains, qui, eux, certainement ne sont pas mobilisés dans la campagne électorale en Israël. On a parlé ici de la télévision israélienne, de la 2e chaîne et de la 10e chaîne, mais ce n'est pas simplement un problème de surcouverture médiatique. Il y a un vrai problème de fond. Il y a une vraie dégradation, il y a un vrai risque, il y a une vraie crispation. Alors, pour préparer le terrain à ce discours qui aura lieu donc ce soir, on le disait, un discours qualifié d'historique par Binyamin Netanyahou. Il était donc l'invité d'honneur du dîner annuel du lobby pro-israélien AIPAC. Il était en terrain conquis, on l'a dit, devant 16 000 fans hier dans l'Assemblée. On revient sur les temps forts des discours. Premier temps fort et premier test réussi pour Binyamin Netanyahou à Washington. Devant 16 000 personnes réunies à la convention de l'AIPAC, le Premier ministre israélien a eu droit ce lundi à une longue standing ovation. Dans un contexte tendu, son discours d'une vingtaine de minutes a d'abord et surtout été un vibrant hommage à l'alliance israélo-américaine. Israël et les États-Unis continueront d'être côte à côte, car Israël et les États-Unis sont bien plus que de simples amis. Nous sommes comme une famille.
Mais même dans une famille, les désaccords ne sont jamais faciles à vivre. Mais nous devons toujours nous rappeler que nous sommes une famille. À la veille d'une autre allocution majeure, cette fois au Congrès américain, Benyamin Netanyahou a tenu à clarifier sa position et éteindre la polémique suscitée par cette même intervention qui divise les camps républicains et démocrates. Mon discours n'a pas pour ambition d'imposer Israël dans le débat politique américain. La raison pour laquelle notre alliance ne cesse de se renforcer d'une décennie à l'autre, c'est qu'elle a toujours été défendue par les deux parties et cela ne doit pas changer. Auparavant, c'est l'ambassadrice américaine aux Nations Unies qui s'est exprimée devant l'AIPAC. Le ton était aussi à l'apaisement. Nous croyons fermement que la sécurité d'Israël et l'alliance entre les États-Unis et Israël transcendent la politique. Il en sera toujours ainsi. Mardi au Congrès, c'est une toute autre atmosphère qui attendra Benyamin Netanyahou. Un rendez-vous avec l'histoire que le Premier ministre israélien n'entend pas manquer, tout en s'efforçant de désamorcer la crise diplomatique avec la Maison-Blanche. Le secrétaire d'État américain John Kerry l'a déjà mis en garde contre toute révélation sélective sur les négociations en cours entre l'Iran et les grandes puissances. Volonté d'apaisement, c'est le mot de ce discours? Oui, je pense très clairement, et il l'a dit d'ailleurs dans son discours à l'AIPAC hier, qu'il ne vient pas pour créer des divisions au sein du Congrès ou pour critiquer publiquement le président américain. Je pense qu'il est important à ce stade effectivement de clarifier les choses et de se focaliser sur la substance. Même le président Obama qui a parlé hier à Reuters a insisté là-dessus également, qu'il ne s'agit pas d'une question personnelle mais d'une question de substance. Maintenant, il y a également les points sur lesquels les deux parties sont en accord, à savoir que aussi bien les États-Unis qu'Israël s'opposent à un Iran nucléaire militaire. Le désaccord sur la substance a trait à l'accord qui se dessine entre les six puissances et l'Iran, à savoir que, comme l'a rappelé hier d'ailleurs la conseillère à la sécurité nationale Susan Rice, l'accord que les États-Unis souhaitent mettrait l'Iran à 1 an du breaking point. Il semble que pour Israël, même ce 1 an ce soit pas assez ou ce soit trop. Et donc c'est là-dessus que porte le désaccord. Il ne s'agit pas de quelque chose de personnel, il y a un véritable désaccord sur la substance de l'accord qui se dessine. Susan Rice, précisément, explique que finalement cet accord est meilleur pour la sécurité d'Israël que pas d'accord du tout. Pourquoi Benyamin Netanyahou ne veut pas la croire? Moi, je ne suis pas dans la tête du Premier ministre et je me garderai de faire un commentaire de ce genre. Je suppose que même le Premier ministre n'est pas en principe contre un accord, sinon quel était le sens de tout cet effort diplomatique qu'Israël a déployé depuis 10 ans ou 12 ans pour mobiliser la terre entière pour faire pression sur les Iraniens. Il est clair que quand on fait pression, c'est pour aboutir à quelque chose. Et ce quelque chose doit être un accord. Je suppose qu'il n'est pas satisfait, et il a sans doute raison de ne pas l'être, du contenu de cet accord tel qu'il est aujourd'hui. Mais vous savez, la vie, c'est une question d'alternative réaliste. Et faire revenir l'Iran au point zéro de ses connaissances nucléaires n'est pas réaliste. Donc je suppose que d'ailleurs que le dernier mot n'a pas été dit sur la question de cet accord et qu'il y aura encore des changements. En ce qui concerne l'intervention du Premier ministre, je pense que la grande problématique aujourd'hui, il dit qu'il n'est pas venu pour diviser. C'est trop tard. Il a déjà divisé. Il a déjà joué le président contre le Congrès, les démocrates contre les républicains. C'est déjà fait. Et c'est ça la grande nouveauté, entre guillemets, de cette crise israélo-américaine. On peut dire qu'il a rompu une tradition existante depuis toujours entre Israël et les États-Unis de finalement ménager les démocrates et les républicains, de maintenir un certain équilibre de la part du Premier ministre israélien. Voilà, la relation bipartisane que Benyamin Netanyahou a rompue. Vous savez, à part quelques démocrates isolés au Congrès, il n'y a pas tout d'un coup toute une moitié ou un tiers ou un 2 tiers des démocrates qui disent qu'ils ne soutiennent plus Israël. Je veux dire, ce n'est pas le cas. Objectivement, ce n'est pas le cas. Le soutien pour Israël reste bipartisan.
C'est un fait. Alors le fait qu'effectivement, certains représentants... La question est inverse. C'est Benyamin Netanyahou qui vient jouer dans le terrain de Barack Obama et prend clairement parti pour une position qui est contraire à celle du président américain. Vous savez, encore une fois, on tend à oublier que Netanyahou a été invité par le Congrès. C'est pas lui qui s'est invité. Il a quand même été invité. Il a quand même été invité par le Congrès. Alors ensuite, on peut faire des théories du complot et dire que c'est lui qui a demandé à Biden de l'inviter. Mais il a été invité par le biais de son Maison ambassadeur Andermer, mais c'est déjà connu, ça a été publié, même dans des chaînes de télévision qui ne sont pas considérées comme anti-Bibi Netanyahou. Même Israël Hayom en a parlé. Oui, bien entendu, mais le président du Congrès lui-même, le speaker, a dit qu'il a demandé à Dermer de ne pas parler de cette invitation à John Kerry pour pas que ça soit apporté à la presse. Donc ça veut dire que toutes les accusations qu'on a pu faire ont été démenties par Mais de le faire derrière le dos de la Maison-Blanche n'est pas un affront diplomatique de Benyamin Netanyahou? Écoutez, je pense que parler d'affront, vous savez, les affronts, ce sont dans les deux sens. Lorsque le président Obama parle par l'intermédiaire de ses représentants officieux dans la presse américaine tels que Tom Friedman ou Jeffrey Goldberg, qui tiennent des propos extrêmement insultants sur le Premier ministre. Il le fait également. Cela fait partie du jeu diplomatique. Et de la même manière, lorsqu'on a accusé par exemple Benyamin Netanyahou de s'ingérer dans les élections américaines de 2014 en soutenant Mitt Romney. Mais le président Obama également s'ingère dans la politique israélienne. Donc ne soyons pas naïfs. Oui, il y a des ingérences des deux côtés. Oui, chaque côté essaie de manipuler le jeu politique de l'adversaire, bien que ce ne soit pas des adversaires. Ne soyons pas naïfs, c'est clair que cela existe, mais je pense qu'encore une fois, au bout du compte, les relations entre les deux pays sont des relations profondes et qu'il ne faut pas exagérer cette crise qui est réelle, mais il ne faut pas non plus l'exagérer entre Obama et Netanyahou. Au bout du compte, on peut dire que certainement le discours ce soir sera un succès pour Netanyahou. Il n'y a aucun doute. Ce sera un discours merveilleux, comme il sait le faire. C'est un homme qui adore les mots et qui, à mon avis, il fait fausse route parce que c'est pas par les mots uniquement qu'on gagne une telle bataille, mais le discours sera merveilleux, il sera applaudi. Mais comme je le dis dans un article que je publie sur i24 aujourd'hui, ce sera le succès le plus inutile de l'histoire de la carrière politique de Benyamin Netanyahou. On se tourne vers vous, Maurice, pour faire un tour d'horizon de la presse israélienne ce matin, évidemment. On ne parle que de cette visite de Benyamin Netanyahou aux États-Unis, mais la star du jour pour les journaux israéliens, c'est Barack Obama. Et on commence par l'éditeur Aronot. Effectivement, c'est Barack Obama qui a volé la vedette aujourd'hui à Benyamin Netanyahou dans la presse israélienne, avec cette petite phrase ambiguë. Le discours de Netanyahou détourne l'attention des vraies questions. Alors, je me suis un peu rentré dans le texte et on n'arrive pas à savoir quelles sont les vraies questions si ce n'est pas l'Iran. Et puis encore un petit accroc pour Benyamin Netanyahou de la part de Barack Obama. Ce qu'il a dit de l'accord intérimaire s'avère erroné et de toute façon, il est fort probable que finalement, il n'y ait pas d'accord. Mais je vous demande de regarder cette caricature maintenant de Yediot Aharonot qui donne le contexte. On voit un chantier nucléaire iranien avec des Iraniens qui manifestent contre les États-Unis et je crois que c'est Rouhani ou Khamenei qui dit à John Kerry « Quel culot ce Bibi, mais n'allez pas penser que je cherche à créer des discordes ». Allez, pour le Haaretz, Netanyahou détourne l'attention du vrai problème, la lutte contre le nucléaire. Toujours cette petite phrase, Haaretz cite aussi sur les propos d'Obama, le discours de Netanyahou détourne l'attention. Dans le même temps, la Maison-Blanche met en garde le Premier ministre israélien, ne trahissez pas notre confiance en révélant des détails des négociations classé secret. Alors, encore une fois, une caricature. Vous allez voir, on y voit Benyamin Netanyahou et John Kerry. Bibi demande « Comment réagirez-vous s'ils produisent une bombe ?» Réponse de John Kerry « Nous vous inviterons à vous exprimer devant le Congrès. » Pour Israël Hayom, le titre, c'est le jour J, le jour du discours. Le jour J, mais Israël Hayom, à son habitude, défend un peu la position de Benyamin Netanyahou et rappelle que le Premier ministre a déclaré qu'avec tout le respect que j'ai pour le président des États-Unis, l'accord avec l'Iran est un danger pour la paix dans le monde. Alors,
Encore une fois, on reprend les propos d'Obama à la une. Nos relations sont profondes, même dans le domaine du renseignement, dit Obama. Il n'y a rien de personnel dans ce conflit, mais le discours devant le Congrès détourne l'attention du principal. Mais l'administration américaine considérera la révélation de secrets comme un abus de confiance. Et bien, encore une fois, on va se tourner vers les caricatures, celle d'Israël Hayom, et vous allez voir, ça c'est le cauchemar de Barack Obama qui est au lit et regarde la télé où on voit Benjamin Netanyahou. Jusqu'à ce que j'ai réussi à endormir Michel, affirme Barack Obama, éteignez-moi cette télé avant que je ne perde le sommeil. On termine par le Jerusalem Post. Oui, Jerusalem Post qui prend une approche un peu différente et qui essaye d'analyser ce conflit entre Israël et les États-Unis, un conflit dont les bénéfices sont mutuels, affirme l'éditorialiste. Le président Obama utilise le conflit avec Netanyahou pour prouver aux Iraniens l'engagement des États-Unis envers une solution négociée, mais aussi le président veut la défaite de Netanyahou, écrit le Jerusalem Post, aux élections et renforce ainsi l'opposition israélienne. Du point de vue de Netanyahou aussi des bénéfices, le conflit avec Obama est plus un atout qu'un poids. Chaque attaque de l'administration américaine renforce son statut de seul leader israélien capable de tout faire pour empêcher une bombe chiite, selon le Jerusalem Post. Et pour finir, le dessin du Jerusalem Post, vous allez voir Benjamin Netanyahou entre l'âne républicain et l'éléphant démocrate, et Bibi qui dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour maintenir l'attention sur l'Iran. Une manière de dire attention, les élections ne sont pas loin. Un vrai zoo. Alors justement, parler de zoo, la presse a utilisé le terme de cirque. On n'oublie pas quand même qu'on est à 2 semaines des élections en Israël. On vous l'avait dit, chacun y voit un intérêt politique dans cette crise, dans ce discours, dans ces négociations avec l'Iran. Le discours de Netanyahou aura une portée électorale. Reste à savoir laquelle. Ça, personne ne le sait. Il a joué ici. Pour moi, personnellement, ça n'a aucun doute que le choix de la date et de la démarche est fortement lié à la campagne électorale du Likoud. Mais vous avez raison de dire que personne ne peut prévoir quel sera le résultat. Pour le moment, ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a un léger glissement dans les sondages pour le Likoud. Peut-être que demain matin ou après-demain, les sondages vont montrer un redressement, peut-être même un dépassement des chiffres. Si ce n'est pas le cas et le glissement continue, je pense que le Likoud a un vrai problème de fond qui n'est pas qu'on ne peut pas résoudre simplement avec un discours. Voilà, une semaine déterminante pour la campagne israélienne. À votre avis, l'impact de ce discours va arrêter la chute du Likoud dans les sondages ? D'abord, cette chute, elle n'a pas lieu, je vois, dans les sondages de I24 News, qui, eux, parlent de 27 sièges contre le Parti travailliste. Oui, mais dans tous les autres, oui. Je fais confiance à I24 News. Non, le dernier d'I24 News, c'était 24 sièges pour le Likoud. Mais plus sérieusement, je pense que, d'abord, les sondages indiquent que l'électorat israélien ne considère pas ce discours comme déterminant pour ses intentions de vote. Donc commençons par ça. Les Israéliens eux-mêmes, d'après les sondages, disent que leurs intentions de vote ne seront pas influencées par le discours. On peut quand même dire que ce soir, Benjamin Netanyahou s'adressera au Congrès, mais ça s'adressera à l'électorat israélien. C'est clair que l'électorat israélien, en voyant de nouveau Benjamin Netanyahou parlant dans son excellent anglais devant le Parlement le plus important du monde, se rappellera qui est le candidat en face de lui. Imaginez Yitzhak Herzog dans une telle position. On ne peut pas faire fi du fait qu'il y a là 2 candidats d'un calibre complètement différent. Yitzhak Herzog serait dans le bureau du président américain Barack Obama à négocier le fond des choses. Tout le monde sait très bien, vous savez très bien, Danny Sheikh, que Yitzhak Herzog n'a ni la stature. C'est la seule différence. Non, il y a une autre différence, c'est que Yitzhak Herzog n'a ni la stature ni le charisme de Benjamin Netanyahou. Qu'il a même des problèmes de voix. Le discours n'est pas ce qu'il faut. Et que le deuxième élément, c'est pas le Congrès qui décide, c'est le président. Il a brûlé les ponts avec le président et maintenant il a que le Congrès pour s'adresser. N'essayez pas de cacher le fait. C'est la seule différence. Non, c'est pas la seule différence. Vous pouvez continuer de m'interrompre autant que vous le voulez. Qui décidera en définitive. Et ça, c'est impossible pour Netanyahou. Vous pouvez essayer de ne pas me laisser finir ma phrase, mais le fait est qu'on sait très bien que, en termes de carrure et de charisme,
il y a là d'un côté un dirigeant qui a du carrure et Mais à quoi ça sert le charisme s'il n'est pas capable de voir le président américain? Alors, à quoi ça sert? Sur ce conflit de fond, conflit personnel entre les deux hommes, on l'a dit, Barack Obama a voulu répondre à Benjamin Netanyahou, a voulu devancer le discours de Benjamin Netanyahou en répondant donc à cette interview de l'agence de presse Reuters. C'était cette nuit. Je vous propose d'écouter le président américain. Eh bien, tout d'abord, je pense qu'il est important de rappeler la solidité des relations américano-israéliennes. Sous mon administration, des milliards de dollars ont servi à soutenir la sécurité d'Israël, y compris pour le dispositif Dôme de fer qui a protégé les citoyens israéliens contre des missiles tirés le long de leurs frontières. La coopération au niveau du renseignement militaire est sans précédent. Et ce n'est pas nous qui le disons, mais le gouvernement Netanyahou. Ce lien est inaltérable. Il est donc important de préciser la force de notre alliance avec Israël. Ensuite, rappelons que nous avons un objectif commun, s'assurer que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. Voilà, là encore, Barack Obama tempère. Oui, c'est ce que je dis tout à l'heure, qu'encore une fois, la nature même de cette relation est ce qu'elle est. Et je l'ai dit tout à l'heure, et au risque de me répéter, il ne faut pas exagérer cette mini-crise qui est temporaire, qui est liée, bien entendu, comme on disait tout à l'heure, aux élections. Et je vous rappelle le discours également même de Susan Rice, oui, qui est souvent la plus critique de l'administration vis-à-vis d'Israël et qui avait parlé la semaine dernière d'un discours destructeur, d'un discours qui serait destructeur pour les relations, a beaucoup tempéré ses propos. Évidemment, c'est vrai qu'elle parlait à l'AIPAC, mais a également beaucoup tempéré ses propos lorsqu'elle a parlé à l'AIPAC hier. Je voudrais quand même revenir sur une question de fond. Hein. C'est l'élément que vous soulignez il y a un instant. Benjamin Netanyahou, on l'a dit, va essayer de convaincre le Congrès d'adopter un nouveau train de sanctions contre l'Iran, ce qui pourrait faire torpiller l'accord. Mais Barack Obama a déjà prévenu que si tel était le cas, eh bien, il utiliserait son droit de veto pour éviter ce nouveau paquet de sanctions. C'est un coup d'épée dans l'eau de Benjamin Netanyahou pour rien, avec énormément de conséquences dangereuses. C'est son calcul? Vous résumez ça de manière un peu sommaire, mais c'est vrai. En gros, c'est ce que je pense. L'effort est dirigé vers la mauvaise adresse. Ce n'est pas là-bas que les choses vont se décider. Mais d'abord, je répète, on ne sait pas qu'il y aura un accord. Et d'ailleurs, le président Obama le dit lui-même. Je ne suis pas certain que ne pas avoir un accord, c'est un objectif qui sert les intérêts d'Israël. Mais je pense avec certitude qu'améliorer l'accord tel que nous le connaissons aujourd'hui est un intérêt vital pour Israël. Je suis tout à fait pour. Je suis d'ailleurs d'accord sur la question de la solidité des relations entre Israël et les États-Unis. Elles vont au-delà de cette crise, pas une mini-crise, mais une crise. Mais il faut le dire aussi, elle ne se remettra pas de cette crise tant que Benjamin Netanyahou et Barack Obama sont en fonction. 30 secondes, le mot de la fin. Ce soir, Benjamin Netanyahou, c'est le congrès de sa vie, c'est le discours de sa vie devant le Congrès. Je pense que oui, c'est son 3e discours comme Premier ministre devant le Congrès. Seul Winston Churchill a eu droit à un tel honneur de parler 3 fois devant le Congrès. Tous les micros sont tendus vers lui, donc je pense effectivement que c'est une occasion historique pour lui sans précédent. Voilà, une édition spéciale ce soir donc sur i24 News. On se retrouve juste après un nouveau journal. On parle de la gronde sociale qui gagne Israël. Semaine des élections en Israël, eh bien la gronde sociale regagne tout doucement les rues de Tel Aviv. Comme à l'été 2011, eh bien plusieurs tentes ont investi depuis hier le boulevard Rothschild. Les images signées Maël Benoliel. Elles sont de retour au même endroit 3 ans et demi après. Une vingtaine de tentes ont été installées pour protester contre le coût de la vie en Israël et plus particulièrement celui du logement à Tel Aviv. Et celui qui se tient derrière cette nouvelle protestation, c'est lui. Pour ses 40 ans, Shai Cohen a décidé de passer à l'action et d'organiser son anniversaire sous forme de protestation sociale. À 15 jours des élections, il appelle les politiques à se réveiller.
On a l'impression que cette campagne électorale se déroule au-dessus de l'atmosphère, dans un autre monde. On assiste à une campagne agressive où les partis font des vidéos ridicules. Juste Daesh et l'Iran sont à l'ordre du jour alors que le citoyen israélien souffre de dettes et ne peut se loger correctement. On paye plus que dans n'importe quel autre pays la location ou l'achat d'un appartement, sans parler des systèmes de protection sociale qui s'effondrent. Voilà les sujets qui sont vraiment importants et nous attendons des réponses sérieuses de la part des politiques. Après un appel via les réseaux sociaux, des dizaines d'inconnus qui font face aux mêmes difficultés ont décidé de se joindre à lui et d'installer leur propre tente. Oui, je vis ici dans cette tente que j'ai installée juste là dans le coin. Je gagne correctement ma vie, plus que la moyenne même, mais je n'ai aucune chance de pouvoir acheter un appartement en Israël. Il y a 4 ans, les gens étaient déjà ici avec leur tente pour protester. Et depuis, les prix ne sont pas restés les mêmes, ils ont augmenté, que ce soit au niveau de l'immobilier ou des prix de la nourriture, et personne ne fait rien. Pour les nombreux passants du boulevard Rothschild, il ne s'agit pas uniquement d'un déjà-vu. Cette nouvelle protestation est plus que la bienvenue par les temps qui courent. Je suis très heureuse de les revoir ici. Moi, je paye 600 € par mois pour un studio. Je travaille dans 3 endroits différents pour m'en sortir. Moi aussi, je vais venir installer ma tente, même si je vis à côté. Et j'appelle tout le monde à faire de même. Avec un peu de chance, ça fera peut-être bouger les choses. Difficile de dire si cette protestation d'une vingtaine de tentes va pouvoir changer le cours des choses, mais le symbole est fort et l'espoir est de rigueur. Car pour ceux présents ici aujourd'hui, 3 ans et demi après la protestation des tentes de l'été 2011, rien n'a changé et il est temps de se faire de nouveau entendre à 15 jours des élections. Nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel Navon. Est-ce que ce mouvement, s'il prend de l'ampleur, pourrait faire basculer l'élection ? D'abord, je pense que, contrairement à ce qu'on a pu entendre dans ce reportage et dans ces interviews, la question du coût de la vie est centrale dans l'actuelle campagne. Il y a même, en tout cas, au moins 2 partis, le parti de Moshe Kahlon et le parti de Yair Lapid, qui se focalisent sur les questions économiques et sociales, et dans le cas de Moshe Kahlon, sur le coût de l'immobilier. Donc je pense qu'au contraire, le sujet est traité par la campagne électorale et que, comme je l'ai dit, le parti de Moshe Kahlon s'en fait le fer de lance. C'est un mouvement qui lance un appel du pied à Binyamin Netanyahou, qui n'en fait peut-être pas un sujet de prédilection dans sa campagne, et il reproche au Premier ministre finalement de n'avoir rien changé à leurs conditions de vie depuis l'été 2011. Est-ce que c'est réellement le cas ? Je pense que sur la question de l'immobilier, effectivement, le gouvernement, malheureusement, n'a pas réussi à faire baisser le coût de la vie. Le coût de la vie et le coût de l'immobilier, c'est un fait indéniable. Alors ensuite, on peut rentrer dans le blame game et essayer de voir entre Lapid et Netanyahou qui a bloqué quoi. Mais c'est incontestable que les prix de l'immobilier non seulement n'ont pas baissé, mais ont augmenté, et qu'il faut absolument que le prochain gouvernement fasse sa priorité. Un mot du timing quand même de ce mouvement. Il est évidemment politique, hein, même les organisateurs ne s'en cachent pas. Mais l'idée est simple, est de dire au moment où Binyamin Netanyahou parle de l'Iran devant le Congrès américain, eh bien nos préoccupations sont bel et bien réelles, à savoir comment se loger, comment accéder aux soins de santé, à l'éducation. Est-ce que la majorité des Israéliens sont d'accord en tout cas là-dessus, que la menace première ce n'est pas l'Iran, mais c'est comment boucler les fins de mois ? Ce ne sont pas des sujets qui s'excluent l'un l'autre. Tous ces sujets sont réels. Je veux dire, la menace iranienne est réelle, le coût de la vie est un problème réel. Et encore une fois, le rôle d'un gouvernement, le devoir d'un gouvernement, c'est de traiter de tous ces sujets. Ça ne signifie pas que les gouvernements ont des solutions à tous les problèmes. Si c'était aussi simple, bien entendu, on le saurait. Mais encore une fois, je pense qu'aucun de ces problèmes n'est imaginaire. Tous ces problèmes sont réels, et c'est le devoir de tout gouvernement d'en traiter du mieux possible. Alors, on le comprend bien, les élections approchent. Il reste exactement 15 jours aux Israéliens pour faire leur choix. Maurice, vous venez désormais nous présenter tous les jours les 3 infos à ne pas manquer sur la campagne. Et aujourd'hui, on démarre avec ces manœuvres politiques qui battent leur plein. Dernière sortie en date, elle est signée le président de Yesh Atid, Yair Lapid. Yair Lapid qui se rétracte et ne s'engage plus
a proposé au président de l'État de confier au chef du plus grand parti la charge de constituer le prochain gouvernement. Alors une promesse qui avait été donnée par Yair Lapid aux électeurs lors des précédentes élections il y a 2 ans. Le leader de l'opposition, Yitzhak Herzog, lui continue à vainement tenter d'obtenir un engagement de Yair Lapid à soutenir sa candidature au poste de Premier ministre. Le refus de Yair Lapid, estime Herzog, provient du fait que les 2 partis sont en concurrence sur le même électorat, un électorat à sensibilité sociale. Emmanuel Lavonne, sur cette question, les cartes seront dans les mains du président de l'État, Reuven Rivlin, qui devra nommer celui qui pourra créer la nouvelle coalition et devenir donc le Premier ministre. Est-ce que les règles sont assez claires en Israël pour ce qui est de recommander l'un ou l'autre candidat ? Les règles sont claires dans la mesure où ce que dit la loi est clair. La loi dit que le président doit nommer un candidat qui, je cite la loi, a le plus de chances de former une coalition. Comment est-ce qu'on sait si un candidat a le plus de chances ? C'est pas difficile. On regarde les forces en présence et puis surtout le président écoute des différents partis leurs recommandations. Et une fois que ces recommandations sont soumises, il fait son calcul. Il n'a pas tellement de marge de manœuvre. Le président, alors c'est vrai que ce n'est pas non plus la reine d'Angleterre qui, là-bas, c'est tout simplement une formalité. Protocolaire. C'est protocolaire. Là, le président, théoriquement, peut demander à qui il veut. La loi ne l'empêche pas. Mais évidemment, il le fait en fonction des recommandations. Maintenant, le président Rivlin a également précisé qu'il exigera de toutes les formations politiques de donner une recommandation et de ne pas se laver les mains en disant « faites ce que vous voulez ». Et cela inclut apparemment également la liste arabe unifiée qui, en général, ne donne pas de recommandations. Mais je pense que là, Rivlin a été très clair qu'il exigera des différents partis de recommander qui il souhaite comme Premier ministre. La réponse donc le 18 mars, au lendemain des élections. Autre info à retenir aujourd'hui, c'est le profil des futurs députés de la 20e Knesset. On en sait un peu plus désormais. Exactement. S'il est difficile de prédire à 2 semaines des élections qui sera le Premier ministre, vu que les sondages nous donnent un match nul pour le moment. Mais en fonction des derniers sondages, on peut déjà caractériser la prochaine Knesset et les députés qui y siégeront. Alors, en gros, il y aura beaucoup moins de généraux. Le nombre de candidats sécuritaires éligibles passe de 12 dans la dernière Knesset à 6. Autre surprise, il faut s'attendre à l'entrée de nombreux journalistes de notre profession, nos collègues. 14 d'entre eux ont de fortes chances de s'asseoir sur les bancs du Parlement. Le nombre de femmes candidates à la députation reste stable. On pense qu'on en retrouvera 27, comme il y a 2 ans. Pour sur le 120 reste, quand même. Sur 120. Pas terrible. Bon, mais elles ne sont pas en baisse, contrairement aux généraux. Pour le reste, la composition socio-professionnelle de nos députés devrait rester stable. 16 Arabes israéliens, 11 habitants des territoires. Par contre, Emmanuel, les professeurs d'université n'ont pas d'atout pour entrer à la Knesset. Ils ne seront que 3, comme par les années précédentes. C'est une bonne chose pour la politique israélienne. Et pour l'académie peut-être aussi. On finit par cette dernière news à retenir. C'est le lancement officiel ce soir à la télé, à la radio israélienne, des clips de campagne officielle des partis. La campagne électorale officielle, effectivement, débute ce soir. Alors, pour ceux que ça intéresse, la programmation est un véritable casse-tête. Aucune chaîne de télévision ne va diffuser à la même heure du dimanche au jeudi. Alors, pour la chaîne 10, les clips vont être diffusés à partir de 18h. Pour la première, à partir de 22h30. Et pour la seconde, à partir de 23h. Pareil pour les 2 chaînes de radio publique. Reshet Bet, la chaîne publique, diffusera de 9h à 9h et à 21h. Et Galetsa, la chaîne de l'armée, de 10h30 à 20h30. Vous voyez, si vous voulez échapper, ça va être difficile. Ouais. Par contre, on sait que ce genre de campagne électorale radio-télévisée n'a pas les faveurs du public. Il y a à peine 7% d'audience, alors que les émissions phares de la télévision font 30 à 40% d'audience. Les médias, eux, ont transféré leur budget publicitaire des affiches et stickers qu'on mettait sur les voitures, sur le web, qui aujourd'hui prend une grosse part du marché, mais les partis politiques ne veulent pas renoncer à leur clip de campagne officiel à la télévision et à la radio. Voilà, ça démarre donc ce soir. Un petit peu ringardisés, ces clips officiels, et remplacés par ceux du web où il n'y a aucune législation, donc beaucoup plus de liberté. Tout est permis. Allez, on continue de parler politique avec vous, Rudy, tous les jours et pendant les 2 semaines qui nous conduiront jusqu'aux élections. Eh bien, on a décidé de s'intéresser de plus près aux agendas de tous les partis en lice. Rudy, alors vous venez nous présenter tous les jours un autre parti. Et l'heureux chanceux, ce matin, c'est Kahlon et son parti Kulanu. Oui, alors c'est un homme politique qui est très populaire en Israël et donc il se présente pour la première fois seul devant les électeurs. Il a 54 ans, il s'est séparé du Likoud où il a fait sa carrière pour partir donc à la conquête de la classe moyenne. Donc j'ai un petit peu ouvert son programme et essayé de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. On regarde.
sont, Israël est un pays compliqué et encore plus en période d'élection. Alors pour y voir plus clair, ouvrons aujourd'hui le programme de Kulanu. Kulanu, comprenez tous ensemble, c'est un parti tout beau tout neuf, créé il y a quelques mois par un ancien du Likoud. Moshe Carlon, 54 ans, fils de juif libyen, né dans les quartiers populaires de Hadera. Il est connu des Israéliens pour être le super-héros qui, en bon ministre des télécommunications, a cassé le monopole des cartels israéliens de la téléphonie mobile. Et après avoir fait baisser la facture des Israéliens, il s'en est allé, posant sa dème au top de sa popularité. On l'aura bien compris, l'étendard de Carlon, c'est la lutte contre la vie chère et c'est bien ce qu'il oppose à son ancien chef de parti et de gouvernement, Bibi. Alors concrètement, il veut faire baisser les prix en brisant un à un les monopoles qui sclérosent l'économie israélienne. En clair, depuis la création de l'État, une vingtaine de familles détiennent les richesses du pays et surtout s'entendent sur les prix pour les garder élevés. Avec 3 compagnies laitières dans le pays, l'entente est facile et le prix du fromage cottage a pris 45% en quelques mois. C'est donc en justicier version libérale que Kulanu et Carlon se présentent aux électeurs. Côté société, Carlon se dit laïque sans pour autant se couper du public religieux, même s'il se prononce pour le mariage du même sexe. Et la paix dans tout ça, Carlon y croit en avançant que les accords de paix qui ont marché ont été signés par la vraie droite, celle de Begin, fondateur du Likoud. Il pense que les constructions en territoire disputé sont contre-productifs et croit à une solution à 2 États. Et pour faire la paix, il a recruté Michael Oren, ambassadeur d'Israël aux États-Unis et très apprécié du public traditionnel du Likoud. En clair, Moshe Carlon est un peu le Lapid version populaire, orientale et d'un milieu modeste. Il a pour lui de surfer sur la vague de la lutte contre la vie chère, thème de prédilection de cette campagne. Trop peut-être, car si on oublie le chapitre économie, on trouve peu de propositions concrètes dans son programme. Cela dit, il l'assume et le martèle, il se glissera dans n'importe quelle coalition tant qu'on le laissera s'occuper des monopoles. Alors, Moshe Carlon se place où dans les sondages? Quelles sont ses chances de réussite? Alors, depuis le début de la campagne, il oscille entre 8 et 9 sièges selon les sondages, ce qui lui permettrait finalement de vendre sa place, vendre ses voix dans une coalition. On ne sait pas laquelle. Il est ouvert à plusieurs possibilités. Pour lui, l'important, c'est d'appliquer son programme de destruction des monopoles pour faire baisser les prix. C'est son cheval de bataille et ce qu'il est venu porter dans cette campagne. Voilà, et son rôle dans un futur gouvernement est plutôt clair. Ministre des Finances, sûrement. C'est ce qu'il souhaite. C'est ce qu'il souhaite, ouais. Voilà, et c'est sa campagne également. Moshe Carlon mène une bonne campagne. D'abord, il n'a pas beaucoup de budget. Vous savez, n'étant pas un parti existant à la Knesset, il n'a pas de budget d'État. Ouais. Donc il se bat avec de très très petits budgets, contrairement à Yair Lapid, en revanche, qui lui a 19 députés. Et puis, il a un problème de message également, parce qu'il essaie de faire passer des messages contradictoires. C'est pas seulement qu'il est issu du Likoud, ce qu'il essaie de faire oublier, c'est que quand il était au Likoud, il était également chef du comité central et il était identifié avec l'aile la plus à droite du Likoud. Aujourd'hui, il essaie de faire oublier de cela, de se faire présenter comme un centriste politique, mais quiconque connaît son partage politique a du mal à le croire. Sur son programme économique, il tient un discours socialisant qui est très populaire en Israël, mais la façon dont il a réussi à faire baisser les prix, c'est en menant une politique libérale, de briser les monopoles. Donc là aussi, il y a des contradictions dans son message. Politiquement, c'était l'aile droite du Likoud. Économiquement, il a mis en place une politique thatchérienne qui a réussi. Aujourd'hui, il tient un politique centriste, il tient un discours politiquement centriste et économiquement socialisant. Et donc, je pense que ça explique partiellement le fait qu'il plafonne dans les sondages. Voilà, il stagne plus ou moins. Maurice, à chaque élection, un parti crée la surprise. C'était le cas de Yesh Atid aux dernières élections. Est-ce que ça va être le cas de Kulanu, à votre avis, cette fois? Je suppose que non, parce que finalement, il est en concurrence avec Yair Lapid, donc ils vont être obligés de se partager le pactole. Non, ce qui est intéressant, c'est que Moshe Carlon, finalement, applique à lui-même ses principes politiques. C'est un apôtre de la liberté du marché. Et donc, lorsqu'on lui demande, mais alors, vous êtes au Likoud ou vous êtes proche d'Herzog? Il dit, non, moi, je veux plus être au Likoud parce que je voulais être libre et je me mets sur le marché en tant que parti politique et le plus offrant, c'est vers lui que j'irai. Donc, encore une fois, c'est pas un socialiste, c'est un libéral, c'est un apôtre de la liberté du marché. Et effectivement, comme on l'a dit Emmanuel, il essaye de nous faire oublier ses positions politiques. Il se revendique, pour finir, en tout cas très clairement, comme l'héritier de Begin.
Oui, alors ça c'est très habile de dire ça, évidemment, politiquement, de se dire l'héritier de Begin. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Likoud, en tout cas d'après les statuts du parti, est un parti libéral, donc qui est pour le marché libre. Et d'un autre côté, en Israël, pour se faire élire, en général, il faut tenir un discours socialisant. Et c'est exactement la contradiction de Kahlon. C'est l'exemple même du succès du marché libre, mais il tient un discours socialisant. Cette contradiction, je pense qu'il en paiera le prix dans les élections. Réponse le 17 mars, voilà, dans 15 jours exactement. Merci beaucoup, Rudy, d'être venu nous le présenter. En tout cas, on en apprend un petit peu plus et sur les dossiers de fond de la politique israélienne. Restez avec nous. Merci Emmanuel Navon, merci Maurice. On se retrouve juste après un nouveau journal.